porter un regard, des regards, les invités donc auront des regards un peu plus loin, et puis des regards sur des zones géographiques très larges aussi, et puis des regards qui sont ceux de, justement, d'acteurs différents, alors, les acteurs dits formels du monde de l'humanitaire et du développement, notamment les ONG, les acteurs que sont les États, alors ce sera la parole prise par Alain Bonnet, les acteurs que sont les États, comment dire, le monde politique à travers des réflexions et des inflexions dans les politiques en matière de développement. C'est Hubert Julien Laferrière qui est élu et député, qui nous fera part des inflexions de la politique française en matière d'aide publique au développement, et puis aussi de la manière dont politiquement tout ça est discuté. Au niveau de la représentation nationale, c'est important de voir comment nos députés s'emparent de ces sujets. Et puis enfin, dans les acteurs non formels, dont les objets ne comportent pas de s'occuper d'humanitaire ou de développement, eh bien, il y a des entreprises, les armées parfois, qui ont des missions humanitaires parce qu'elles sont équipées pour ce type de contexte d'urgence. Les entreprises peuvent aussi intervenir parallèlement à des marchés qu'elles obtiennent dans des actions de transfert de compétences, de remise en état, de redémarrage du développement. Alors, dans un premier temps, je demanderai à nos témoins, et d'abord à Alain Bonnet, de dire qu'est-ce qui va changer dans le paysage, non seulement d'ici à 2025, mais plus loin, sachant qu'il y a des fondamentaux qui vont rester, la pauvreté, la gouvernance, des conflits, mais il y a peut-être des phénomènes nouveaux, des phénomènes anciens qui vont s'accentuer, et des phénomènes nouveaux qui vont émerger, comme l'impact du changement climatique. Merci. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très heureux de vous retrouver, enfin d'être à nouveau à Bioforce, puisque, comme d'autres, on est à côté avec Bioforce depuis finalement sa création. Donc ça fait déjà maintenant 35 ans, et on va continuer. Alors, pour répondre à la question soulevée, d'abord, on va dire que habituellement, on dit l'aide humanitaire, c'est sauver des vies, en répondant à des besoins vitaux. Bien sûr, au-delà, on passe de l'urgence à la sortie de crise, et à ce moment-là, on est sur des programmes d'accompagnement des populations pour qu'elles retrouvent leur autonomie. Mais il y a l'urgence, et puis il y a cette phase intermédiaire, et puis il y a la reprise du développement ensuite. Donc l'aide humanitaire, c'est d'abord les situations de crise qui sont ou des guerres ou des catastrophes naturelles. Bon, je résume à grands traits, mais enfin c'est simplement quand même pour fixer le territoire dans lequel nous intervenons principalement. C'est vrai qu'il y a des organisations humanitaires qui font également du développement et qui poursuivent ensuite par des programmes de développement. Alors je voudrais juste déjà donner quelques chiffres qui donnent un peu une tendance, justement. En 2006, on recensait 278 conflits armés, on en recense 402 en 2016. C'est à noter parce qu'en fait, historiquement, tous les spécialistes disent, et après des études très élaborées, que au fond, il y a une réduction, décroissance historique des conflits. La question, c'est est-ce que ça va se poursuivre, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une période où ça pourrait changer? Je n'ai pas de réponse à la question, mais je me la pose. Ensuite, les réfugiés, les déplacés proviennent essentiellement des conflits armés. Il y avait 40 millions de réfugiés en 2006, ils sont presque 66 millions en 2016, c'est l'équivalent de la population française. Donc là, on voit aussi une augmentation des réfugiés et des déplacés. Sur la question des catastrophes naturelles, la moyenne c'était 300 catastrophes par an, il y en a maintenant 500 environ chaque année. En 2012, c'était 124 millions de personnes affectées, en 2016, c'est 204 millions. Donc c'est les chiffres qui permettent de situer un peu les choses. Les crises aussi, la durée moyenne des crises, dans 70% des cas, c'est 10 ans. Donc, je ne parlerai pas de l'Afghanistan, pour celles et ceux qui étaient en 1980, de la République démocratique du Congo, on va bien au-delà de 10 ans souvent. Donc sortir d'une crise, ça peut être très très compliqué. Dire aussi que pour OCHA, en 2012, il y avait 62 millions de personnes à aider, il y en aura sans doute cette année 136 millions. Vous voyez, donc on a plus que doublé.
Alors dans le même temps, évidemment, il y a beaucoup plus de ressources humanitaires mobilisées par l'ensemble des acteurs. C'était 2 milliards en 90, 16 milliards en 2012, 27 milliards en 2016. Vous voyez, il y a une augmentation très rapide. 27 milliards de dollars. Mais au premier sommet humanitaire mondial qui a eu lieu en mai 2016 à Istanbul, l'estimation c'est qu'il faudrait 40 milliards. 40 milliards, pas 27, mais 40. Vous voyez, et on rejoint là le bilan qu'avait fait Antonio Guterres quand il était encore le patron du HCR en disant la communauté humanitaire ne répond pas à l'ensemble des besoins humanitaires d'urgence dans le monde. Voilà, on n'y répond pas. Ce qui est un problème quand même fondamental. Voilà, c'est un problème fondamental. On n'y répond pas. Et pas seulement pour des raisons financières, mais pas seulement. Donc là, il y a un énorme enjeu. Alors après, sur les grandes tendances, à partir de celle-ci, je crois qu'il y en a une qu'il faut avoir présent à l'esprit. Je n'insisterai pas sur le changement climatique, mais on va peut-être en reparler les uns des autres. Pour le remettre à sa place. Pour le remettre à sa place, mais je vais insister sur la question de la démographie. Je vais juste quelques chiffres, si vous voulez. En 1950, nous étions 2,5 milliards d'habitants. Il y avait 230 millions d'Africains. Aujourd'hui, on est 7,5 milliards. En 2050, on sera 10 milliards. Et l'Afrique, ça sera 2,5 milliards d'habitants. Contre 230 millions 100 ans plus tôt. Et la moitié de cette population africaine aura moins de 15 ans. Si vous prenez le cas du Niger, 20 millions d'habitants, ils sont 60 millions en 2050, et la moitié aura moins de 15 ans. Si vous prenez le cas du Rwanda, qui est un tout petit pays de 26 000 km², ils sont 12 millions, ils vont passer à 24 millions. Ils sont déjà 450 au km², ils vont être 900. Autant vous dire que c'est pas vivable au Rwanda, et que bien sûr ils vont quitter le Rwanda. Et comme le Rwanda, historiquement, des revendications territoriales sur l'est de la RDC, évidemment, quand on a 950 habitants au km², c'est dans cette direction qu'ils commenceront par aller. Donc, voilà, on a cette question démographique. Et il y a eu en 2016 un sondage à l'échelle du continent africain par l'Institut Gallup qui dit que 42% des Africains de 14 à 24 ans et 33% des diplômés du supérieur veulent émigrer. Je dis bien, hein, 42%, 32%. Je trouve que c'est un drame pour l'Afrique de perdre sa jeunesse, en tout cas dans cet espoir de migration, et de perdre les gens qu'elle forme et dont elle a tant besoin pour se développer. Donc là, je pense que c'est un enjeu majeur. Je voudrais juste terminer, puis on reviendra dessus. Évidemment, comme la note préparatoire à cette réunion l'a indiqué, cette augmentation de la démographie mondiale, en particulier en Afrique, parce qu'elle s'est à peu près stabilisée sur tous les autres continents. C'est en Afrique qu'elle continue de progresser à un rythme explosif, si je puis dire. Cette augmentation de la démographie, plus l'augmentation du développement, et donc des besoins de consommation qui accompagnent le développement, ça va générer des pressions colossales sur les ressources. Et je voudrais juste prendre un exemple, si vous voulez, sur la question de l'eau. Et là, il suffit de lire la presse pour savoir ce qui se passe. Vous voyez, en mai, il y avait un très bon article dans Le Monde, l'Inde menacée par une pénurie d'eau. Donc en fait, en Inde, il y a une tension actuellement entre les agriculteurs, les industriels, les populations rurales, les populations urbaines. Et on considère, je ne fais que lire l'article, que la moitié de la demande en eau ne sera pas satisfaite d'ici 2030 en Inde. Je vous renvoie à la population indienne et ce que ça représente. Autre article, ça c'est un article du Monde, c'est un article du Figaro. La guerre du Nil aura-t-elle lieu? Vous savez que le Nil est partagé entre différents pays, l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte. Eh bien, l'Éthiopie est en train de construire un immense barrage, parce que la population éthiopienne, c'est 100 millions d'habitants aujourd'hui, c'est 190 millions, 191 millions en 2050. Et donc, la demande en électricité, d'où bien sûr le barrage pour l'énergie électrique, elle croît de 30% par an en Éthiopie. Et la question c'est, ça crée des tensions terribles, notamment entre l'Éthiopie, le Soudan et surtout avec l'Égypte. Et on ne sait pas où on va, parce que cette raréfaction en eau, elle va créer des tensions sans que sachions jusqu'où elle pourra aller. Et dans le même temps, dans des pays développés en Afrique comme l'Afrique du Sud, vous avez vu ça récemment, au Cap, grande ville du sud de l'Afrique du Sud, on rationne l'eau, parce qu'après des périodes de sécheresse renouvelées, il n'y a pas assez d'eau pour l'ensemble des habitants de cette ville et de cette région.
Et au fond, on dit là aussi, ce n'est qu'un article, 4 personnes sur 10 souffrent de la raréfaction de l'eau dans le monde. Ça veut dire 40% quand même. Voilà, pour prendre simplement un exemple, qui est l'enjeu de l'eau, la pression sur les ressources, on pourrait le dire sur l'alimentation et on pourrait le dire sur toutes les ressources essentielles. Voilà, et puis je voudrais pas oublier, en terminant, de dire qu'une autre chose préoccupante en termes de grande tendance, c'est la violation du droit international humanitaire, comme on y assiste en Syrie, comme on y assiste au Yémen. Le CICR et nous sommes extrêmement inquiets parce qu'on se pose la question de savoir là aussi s'il n'y a pas un tournant sur quelque chose qui était plutôt respecté, en tout cas plus respecté qu'il ne semble l'être aujourd'hui, y compris par des pays comme ceux de la coalition menée par l'Arabie Saoudite qui détruisent des hôpitaux et des dispensaires au Yémen, tenus ou soutenus par des ONG comme Médecins sans frontières, Médecins du monde, etc. Donc là, attention aussi, danger. Merci. Merci. Alors, pour revenir sur la démographie, souvent on utilise le terme de bombe démographique. Bon, c'est quand même assez irrationnel, ça ne permet pas d'aborder la question d'une manière objective. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur, par exemple, ce souhait d'émigration et aussi évoquer peut-être la prise de conscience? Qui a conscience de ce phénomène d'ampleur qui est amorcé et qui l'anticipe? Alors, peut-être sur place, dans les États, mais aussi, je passerai la parole à Hubert Julien de la Ferrière, ici, de ce côté de la Méditerranée, parmi nos États. Mais prenons un exemple. L'appréhension qui est celle du phénomène. Prenons un exemple, le Sahel. Le Sahel va passer de 100 à 200 millions d'habitants. Bon, c'est une région pauvre. Le dérèglement climatique l'affecte particulièrement. On connaît les tensions politiques et ce qui en résulte notamment, c'est-à-dire des mouvements djihadistes ou pas djihadistes, armés, qui prospèrent. Je rappelle juste qu'au seul Mali, malgré la présence de la force Barkhane et de la MINUSMA, plus maintenant du G5 Sahel, les groupes djihadistes qui étaient très actifs dans le nord sont très actifs dans le centre et dans le sud. C'est-à-dire qu'en fait, pour dire les choses en face, si Barkhane s'en allait, ça ne durerait pas très longtemps. C'est ça qu'il faut savoir. Et que l'effet domino dans la région pourrait avoir des effets absolument catastrophiques. Je ne dis pas que la lutte contre le terrorisme est la réponse à tout. Hein. Je dis simplement que ça fait partie quand même du paysage. Donc, la population du Mali comme celle du Niger va tripler d'ici 2050. Le passage de 100 à 200 millions, c'est dans les 20 ans qui viennent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'on fait avec eux pour l'éducation, pour l'emploi, et simplement pour que celles et ceux qui naissent dans ces villages, je veux dire à Kidal, à Gao, à Tombouctou, puissent vivre sur place, continuer de vivre sur place avec leur famille. Généralement, quand on est quelque part, on aime y rester, dès lors qu'on peut répondre à ses besoins. Nous, quand on voyage, c'est surtout pour aider les autres, mais voilà, donc tout l'enjeu est là. Et je pense que si on n'a pas, si on met pas en place un programme adapté, excusez-moi l'expression, j'ai pas de solution toute faite sur l'Afrique, on va au-devant de problèmes, et eux, les Africains, vont au-devant de problèmes absolument colossaux, parce que je vois pas comment ces pouvoirs vont pouvoir tout seuls y arriver, quoi. C'est démesuré. Je crois que le président de la République, dans son discours à Ouagadougou, a bien indiqué qu'il avait conscience de ces enjeux et qu'il a commencé à agir dans cette direction. Mais il faut tous s'y mettre au niveau de la communauté internationale, et la France en particulier dans cette zone, évidemment. Merci. Merci. Alors, est-ce que, quand on est ici, quand on regarde la télévision, quand on lit les médias, on n'a pas une vision de ce qui se passe de dramatique ou de menaçant, au Sahel en particulier, réduite à l'aspect lutte contre le terrorisme, donc on maintient une certaine pression pour éviter que le couvercle se soulève. Et est-ce que la dimension démographique est mise en avant? Est-ce que la dimension développement local est suffisamment mise en avant, selon vous, dans l'opinion, ou est-ce qu'elle est suffisamment perçue par les politiques? Et je demanderai ensuite aux députés de nous dire comment tout ça est perçu parmi nos représentants. Oui. Est-ce que les messages ne viennent pas appauvris et déformés? Il ne faut pas limiter, en tout cas au Sahel, cette question au terrorisme. Je voudrais juste rappeler quand même que c'est juste un constat, que s'il n'y avait pas eu l'intervention militaire de l'opération Serval, les groupes AQMI, Moudjahou, AQMI c'est
Al-Qaïda au Maghreb islamique, hein. C'est de ça dont on parle. Ils prenaient Bamako. Bamako, c'est 7, 8, 9 000 ressortissants français et européens. Vous voyez ce que ça représente comme otage. C'était la guerre dans une ville, la guerre à Bamako. Pour ceux qui ont connu la guerre à Kaboul, la guerre à Beyrouth, la guerre à Sarajevo, on sait ce que ça veut dire une guerre dans une ville. Hein. Mais c'était 7 à 8 000, 9 000 ressortissants français et européens. Donc, grosso modo, on a dit, Monsieur le Président de la République, François Hollande, a été très courageux. Oui, il n'avait pas le choix de toute façon, parce que sinon, que se passait-il? Donc, et l'intérêt, ce serait plutôt de se dire, ben, finalement, malgré les pertes des groupes djihadistes, parce qu'ils perdent beaucoup de monde dans les combats, comment ils arrivent à renouveler leurs effectifs avec des jeunes, et pourquoi des jeunes s'engagent. Voilà. Et c'est comment on peut arriver, alors c'est tout l'enjeu, on va pas l'engager maintenant, du G5 Sahel, de l'Alliance Sahel. Vous savez qu'il y a un ambassadeur spécial qui s'appelle Jean-Marc Châtaignier, qui est en charge de ces questions en France, ce qui veut dire que la diplomatie française ou la politique française prend en charge autant qu'elle le peut cette question. Il va falloir, par le développement, mais pas seulement par le développement, par la politique, parce que c'est finalement un problème politique. L'aspect militaire, l'aspect développement, au final c'est un aspect politique et c'est celui-ci principalement qu'il faut régler sans doute. Et qui est compliqué à traiter, naturellement. Alors, est-ce que le discours du président à Ouagadougou a été suffisamment perçu en France, hein, voilà. Ou est-ce que c'est pas lointain? Et est-ce qu'il a été suffisamment perçu, compris et relayé sur place, dans les États concernés? Alors, quel est l'impact que cette prise de conscience peut avoir? Ensuite, on reviendra sur les moyens et les politiques à mettre en œuvre. Mais on est déjà dans le diagnostic et dans la compréhension de ce qui se passe. Hubert Julien Laferrière. Rappelez votre mandat et vos fonctions à l'Assemblée nationale. Vous présidez la commission. Non, je préside pas. Vous ne présidez pas la commission. Mais pas encore. Non, bonjour à tous. Bonjour à Claude Lardy, parce que je crois que je ne vous ai pas dit bonjour tout à l'heure. Voilà. Les autres que je connais, j'aurais déjà dit bonjour. C'est un plaisir de revenir à Bioforce, d'ailleurs. Ça faisait quelques temps que je n'étais pas venu. Donc, je suis député du Rhône et je suis membre de la commission des affaires étrangères, mais qui est présidée par Marielle de Sarnez. Mais vous écoutez, vous entendez beaucoup. Et je suis donc le rapporteur du budget de l'aide publique au développement. Donc ça veut dire que chaque année, je fais un rapport sur la partie aide au développement de la loi de finances. Voilà. J'ai commis un rapport à l'automne 2017 et j'en commettrai un nouveau à l'automne 2018. Moi, je constate un vrai paradoxe, c'est qu'en fait, on vient de parler des défis mondiaux, des défis du XXIe siècle. Effectivement, la croissance démographique, effectivement, le climat, effectivement, le défi de la sécurité internationale, la lutte contre le terrorisme, croissance démographique et croissance dans les villes, ça va être vraiment un des enjeux du siècle, comment on gère cette croissance urbaine. Donc il y a une prise de conscience, je crois, de ces défis mondiaux, plus que jamais, et en même temps un repli sur soi dans beaucoup de pays européens, aux États-Unis, alors que, quand même, quand on discute avec les gens, ils pensent qu'il y a besoin de politique publique internationale, il y a besoin de plus de multilatéralisme et de politique publique internationale pour répondre à ces défis mondiaux. On pourrait y ajouter à tout ce qu'on a cité, la lutte contre les pandémies et donc la santé mondiale. Alors c'est effectivement sur la base de ces défis mondiaux qui appellent une réponse internationale que le président Macron a annoncé une forte augmentation de l'aide publique au développement. Ça va être un des budgets de la France qui va augmenter fortement, en tout cas si les engagements sont respectés. Puisque, vous le savez, la communauté internationale s'était engagée en 1970 à consacrer 0,7% de la richesse nationale à l'aide au développement. La France l'a respecté en 1970, peut-être en 71, et puis après, plus jamais. Aujourd'hui, il y a 5-6 pays qui la respectent en Europe, il n'y a qu'en Europe d'ailleurs, dont les pays du Nord, le Luxembourg, le Royaume-Uni depuis quelques années, l'Allemagne qui le respectait mais qui ne le respecte plus depuis l'année dernière, et puis sinon c'est des petits pays du nord de l'Europe.
Et la France aujourd'hui est autour de 0,4% du PIB. Ça a augmenté un petit peu l'année dernière, hein, puisqu'on pensait être à 9 milliards, on est à 10 milliards d'aide publique au développement. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler le discours de Ouagadougou? Un discours de Ouagadougou tenu en Afrique, et voilà. justement pas seulement sur des questions de sécurité. Hein, Bien sûr. C'est la base des actions futures. Voilà. Comment pourra-t-on s'appuyer sur cette alliance qui se noue avec un certain nombre de pays? Donc, discours de Ouagadougou, c'est effectivement un discours qui est d'ailleurs dans le prolongement des engagements qui avaient été pris pendant une campagne électorale, puis à la tribune des Nations Unies. Donc au mois de septembre, et puis donc le discours de Ouagadougou fin octobre ou début novembre, où effectivement avec des engagements assez clairs sur l'aide publique au développement, avec une trajectoire donc, qui doit amener à 0,55% du PIB en 2022, et avec un objectif donc d'atteindre le fameux 0,7 en 2025. Ça, c'est une trajectoire quantitative qui pose des questions sur comment on va la respecter, surtout que dans la loi de finances 2018, il n'y a pas vraiment une augmentation. Et puis, mais il y a aussi la trajectoire qualitative, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces 5 milliards d'euros supplémentaires, parce que ça veut dire passer de 10 à 15 milliards, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on privilégie à la fois sur les priorités sectorielles et puis sur la méthode. Hein. C'est-à-dire que les priorités qui ont été définies, et en particulier à Ouagadougou, l'éducation, l'égalité des genres, la santé mondiale, la gouvernance, le climat, mais aussi effectivement des méthodes d'intervention, c'est-à-dire privilégier des dons plutôt que des prêts. Et donc, parce qu'il faut privilégier des pays prioritaires, c'est-à-dire qu'on était arrivé dans un certain paradoxe, alors que la France a toujours affiché une volonté effectivement d'aider en priorité les pays les plus pauvres, en priorité l'Afrique francophone, on était arrivé à une situation où on a des pays émergents qui sont davantage aidés que les pays prioritaires, même s'il faut faire attention parce que on se base en fait, on additionne les prêts et les dons, et bon, enfin ça on est entré dans un débat technique sur les prêts, en particulier, enfin l'ensemble des prêts et pas que la partie bonifiée des prêts. Hein, donc, voilà. Je pense qu'on reviendra sur des aspects techniques. Ouais. Alors je demanderai à Karim Bensiam de dire lui comment il voit en tant qu'entreprise le changement du paysage. Voilà. Et ensuite on reviendra sur l'action concrète, financière, technique, régionale, par pays et par filière, que permettra l'augmentation de l'aide publique. Mais vous, Karim Bensiam, comment voyez-vous ce changement du paysage d'un point de vue totalement différent de celui des associations? Alors tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir. Hein. C'est très sympathique de faire partie d'une aussi auguste assemblée et puis de pouvoir d'échanger et débattre avec vous. C'est vrai que du point de vue des entrepreneurs que nous sommes des entrepreneurs un peu paradoxaux, parce que nous sommes des entrepreneurs paysans. Paysans parce que le groupe a démarré il y a maintenant plus de 50 ans dans la ferme familiale, et qu'il a fait un saut un peu brutal en 1996, qui est de passer du développement, on va dire, de projets d'infrastructure autour d'un bailleur en budget, directement à l'international, puisque nous sommes partis en 1996 directement sur la réhabilitation du réseau de la ville de Beyrouth. Et puis, l'aventure s'est poursuivie, et le groupe Brunet, maintenant, est présent dans, je dirais, à Ambérieu et sa région. On pousse jusque du côté de la Calade sur Villefranche, et puis on est présent dans 14 pays, des États-Unis, l'Afrique et l'Asie. Et donc on a vu, depuis 20 ans, le monde changer, et le monde changer sur des aspects qui sont un petit peu, vous l'avez souligné tout à l'heure, typiquement liés à nos modèles de consommation et de développement. Un chiffre, on parlait de 1950 tout à l'heure, en 1950 on avait une seule mégalopole dans le monde, c'était New York. Aujourd'hui on en a 28. Il va se créer chaque jour, en 2018, à peu près 1000 hectares de villes. En Afrique, c'est 5% de la population, 5% de la croissance de la population urbaine chaque année. Vous voyez qu'on a, et ça depuis 20 ans. Donc le principal impact que l'on voit, c'est qu'on a des villes qui deviennent des monstres et qui sont toujours basées sur un modèle de développement qui était le nôtre dans les années 50, qui est un mode de développement d'abondance. Je vais citer un exemple qui peut paraître aberrant, mais en Afrique, dans des endroits où on a du stress hydrique, pour évacuer les eaux usées,
Hein, on tire toujours la chasse d'eau et on envoie 5 litres d'eau potable pour diluer des excréments et leur faire 20 km avant de les traiter. Donc on est sur des modèles qui sont des modèles, je dirais, anciens. Et le changement climatique, la nécessité de résilience urbaine vont nous pousser à changer ces modèles. Parce que ces modèles centralisés, hiérarchisés, où tout est extrêmement structuré, on a beaucoup de projets d'investissement, on développe des réseaux d'eau potable, on parlait du besoin, qui sont, à cause du développement, de la croissance de la population, qui sont trop petits avant même d'être commencés en travaux. Et ça, cette particularité-là nous impacte, nous, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneurs. Et en tant qu'entrepreneur, vous faites une veille, vous exercez une veille sur les nouvelles technologies. Et vous êtes à même, sans doute peut-être plus que les associations qui interviennent dans l'urgence, et on reviendra sur votre rôle dans la dernière partie, mais vous êtes à même de proposer des solutions techniques innovantes pour relever une partie de ces défis. Alors, de plus en plus, on est de moins en moins déconnecté de l'urgence et du lien avec les associations. Parce que c'est vrai que quand vous intervenez dans des pays, on vient juste derrière, on vient essayer d'apporter des solutions. Et très souvent, les solutions qui sont les solutions les plus simples à mettre en œuvre, on est sur du low-tech. C'est-à-dire qu'on essaie d'apporter, je dirais, d'importer de moins en moins de technologies et d'apprendre aux gens à fabriquer sur place de façon à développer par des smart factories, donner des moyens aux gens de résoudre leurs problématiques. Parce que souvent, en tant qu'entreprise, on peut arriver en mode purement export, on emmène 40, 80 collaborateurs, des engins, on termine un chantier, puis on s'en va. Le problème, c'est que si vous faites une très belle station d'épuration et que personne ne peut la maintenir derrière, ça ne sert à rien, parce que la pollution sera résiduelle. Si vous faites une très belle station d'épuration, mais que derrière, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'eau usée ne viennent pas jusqu'à la station, ça ne sert à rien. Si derrière, les ressources et l'eau traitée que vous avez valorisée ne sert pas à l'irrigation ou n'est pas valorisée, ou ne vient pas renforcer les nappes phréatiques, encore une fois, ça ne sert à rien. Donc notre démarche est toujours à la fois de dire, apporter de la veille technologique avec des nouvelles technologies, c'est ce que nous avons fait avec Zest, notamment sur la production d'eau potable à l'échelle de l'habitat, la production d'énergie à l'échelle de l'habitat, la définition de smart grid à l'échelle du quartier, mais aussi en se positionnant très en amont sur la réflexion et en proposant des solutions d'ingénierie globale à l'échelle des projets urbains. Donc nous y reviendrons. Donc on voit les défis, population, urbanisation, l'eau, ça reste la quantité, la qualité, et les conflits qui déplacent les populations. Alors maintenant les réponses. Alors j'en redonnerai la parole à Hubert Julien de la Ferrière pour justement qu'il nous explique précisément ce que contiendra l'enveloppe plus garnie de l'aide française. Voilà. Est-ce que, au-delà des doutes qu'on peut avoir sur le contrat, sera-t-il ou non rempli, qu'est-ce qui est prévu d'une manière assez formelle et rigoureuse comme mode d'action nouveau, comme secteur? Est-ce qu'on rentre dans le concret déjà? Alors, il y a effectivement des secteurs qui sont prioritaires. Le CICID, le Comité interministériel pour la coopération internationale et le développement, a donné effectivement ce que seront les priorités de la France en matière d'aide au développement, c'est-à-dire l'éducation, l'égalité des genres, je le disais, la santé, la gouvernance. Et puis tout ce qui est formation, éducation, y compris formation professionnelle et emploi. Voilà. Donc ça, ce sont des priorités sectorielles. Après, il y a effectivement la méthode. Donc je reviens effectivement sur le terme qu'on a beaucoup employé ce matin, renforcement de capacité, et puis qui était employé par vous-même à l'instant, c'est-à-dire comment... Ce qui interroge même d'ailleurs la terminologie de l'aide, hein, c'est-à-dire... vous savez, quand quand Emmanuel Macron a fait sa tournée, là, le président du Ghana disait qu'il faut arrêter de parler d'aide, parce que moi je veux que ce soit les Ghanéens qui prennent en charge leur développement. Donc voilà, bon, en fait on va continuer à parler d'aide parce qu'il y a aussi de l'aide qui est vraiment de l'aide, quoi. Mais il y a aussi des partenariats qui visent à ce que effectivement les populations prennent en charge leur développement. C'est le principe d'ailleurs de l'appropriation de l'aide, qui est un des grands principes de l'aide publique au développement qui a été adopté effectivement dans le cadre de ce qu'on a appelé la déclaration de Paris en 2005, je crois. Donc ça, c'est dans la méthode. Et puis dans la méthode, il y a effectivement plus de dons que de prêts. Hein. J'avais commencé à aborder cette question dans notre aide publique au développement. Et effectivement, un prêt, ça va plus facilement
quand on privilégie les prêts dans les infrastructures, forcément, on va être plus amène à prêter à des pays émergents où on sait que derrière il y a un modèle économique. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la priorité, c'est à la fois, sectoriellement, je viens de le dire, sur effectivement l'éducation, la santé, donc des services de base, hein, et puis avec plus de dons, hein, pour que ça se dirige d'abord vers les pays les plus pauvres, les pays prioritaires qui sont parmi les PMA. Et puis dernière chose, c'est effectivement le défi urbain, dont j'ai parlé, dont vous venez de parler longuement. Voilà, effectivement, moi, quand on parle de 5% de croissance urbaine, hein, ça veut dire, dans certaines villes, c'est plus de 100, 300, 400 000 habitants chaque année. Hein. Donc le défi, c'est quoi? Est-ce que c'est 200, 300 000 habitants de plus qui vont habiter dans des bidonvilles sans les services essentiels? Ou est-ce que c'est des habitants qu'on va arriver à intégrer, à leur donner les services essentiels, donc évidemment l'accès à l'eau, l'assainissement, l'éducation, un logement salubre, des transports publics qui leur permettent d'accéder au centre-ville et donc à l'emploi. Donc tout ça, ce sont des défis essentiels qui étaient bien compris par la France, puisque le président de la République a décidé que le sommet Afrique-France, qui se tiendra dans 2 ans, eh bien, soit consacré aux enjeux de la ville et de la ville durable. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est aussi 200 à 300 000 habitants. Est-ce que ce sont des parents, en plus, est-ce que ce sont des villes qui vont s'étaler, hein, qui vont prendre, y compris sur les ceintures vertes, où on produit l'agriculture et donc où on nourrit la ville, hein, et donc à la fois qui prend effectivement sur les terrains agricoles et maraîchers, et aussi qui pose un vrai problème de développement durable et donc qui a des conséquences évidemment sur le changement climatique, puisque plus on étale nos villes, plus il y a évidemment des flux, de la pollution, etc. Donc ça veut dire que derrière il y a un enjeu, je crois, fondamental qui n'est pas encore, quand on parle des développements, de croissance démographique en Afrique, etc., 2,5 milliards d'habitants en 2050, vraisemblablement 4 milliards en 2100, on ne pense pas encore à cet enjeu-là, mais qui est absolument fondamental. Hein. C'est comment on va intégrer dans la ville toutes ces personnes parce que c'est de la croissance endogène, hein, c'est plus de l'exode rural, c'est encore un peu d'exode rural, mais c'est d'abord de la croissance endogène, parce que, comme ça a été bien dit, moyenne d'âge autour de 20 ans, donc évidemment on voit bien ce que ça va donner. Alors en matière de formation, est-ce qu'on peut être plus précis? Est-ce que c'est l'éducation primaire ou est-ce que... c'est clairement dans les priorités, c'est clairement les deux. Hein. Alors c'est l'éducation primaire, le secondaire, le supérieur. C'est l'éducation primaire et puis en particulier l'éducation des filles. Hein. Il y a une volonté de l'exécutif français dans les pays aidés de pousser à l'éducation des filles, donc dans un dialogue avec les gouvernements des pays aidés. C'est y compris d'ailleurs assumé comme tel, comme une des réponses à la croissance démographique. Hein. Donc l'éducation des filles qui amène effectivement à ce qu'elles fassent moins d'enfants plus tard, hein, c'est assumé et c'est expliqué comme tel, mais pas seulement, parce qu'on sait, c'est aujourd'hui démontré, plus il y a une égalité femmes-hommes dans la formation et dans l'emploi, plus on gagne en points de PIB et en réduction des inégalités. Hein. Donc ces deux choses-là sont effectivement annoncées comme prioritaires dans notre aide publique au développement. Et est-ce qu'on imagine des coopérations dans le domaine de la formation, y compris technique ou universitaire, entre établissements français et établissements, par exemple africains, pour trouver des liens assez décentralisés et d'acteur à acteur? Alors, aujourd'hui, on est dans les priorités qui sont définies. Il va falloir mettre ça en œuvre. Et donc, c'est effectivement à l'Agence française de développement, qui est aujourd'hui, j'allais dire l'opérateur, c'est pas un opérateur, mais Expertise France, c'est un opérateur, d'ailleurs ils vont fusionner. Mais effectivement, c'est à l'agence, qui est l'Agence française de développement, de mettre en œuvre ces priorités à travers effectivement des partenariats très, très concrets. Alors, Alain Boinet, vous vouliez sur l'enseignement de la formation? Peut-être. Merci. Oui, peut-être pour poursuivre sur ce que Julien Laferrière vient de nous dire, et sur la partie plus particulièrement humanitaire. Jusqu'à présent, ce qui caractérisait notre pays, c'était au fond très peu d'APD dédiés à l'aide humanitaire, jusqu'à une date récente. Et depuis une dizaine d'années,
je le dis d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, on a un certain nombre à s'être battu pour que ça change, parce que à la fois l'aide humanitaire a besoin de plusieurs sources, et à la fois parce qu'en tant que citoyen français, c'était quand même une anomalie qui ne pouvait pas durer. Donc on a eu l'occasion avec Benoît Méribel de faire un rapport à Bernard Kouchner il y a 10 ans. Enfin, le processus a commencé il y a 10 ans, puisqu'il nous a demandé qu'est-ce que vous proposez, puisque vous protestez. On lui a dit on va te faire des propositions. Donc on a fait des propositions, on a remis notre rapport en mars 2009, je crois, 2010. Et ce rapport préconisait notamment, je résume mais j'ai passé à autre chose, la mise en place d'un groupe de concertation humanitaire entre les ONG et les pouvoirs publics, l'organisation d'une conférence nationale humanitaire tous les 2 ans, et la mise en place d'une stratégie humanitaire de la République française. Je veux juste souligner que ce sont des ONG non gouvernementales qui ont suggéré que la France se dote d'une stratégie dans ce domaine. Mais c'est aussi notre rôle de citoyen. Et on y croyait. Donc au fond, voilà, on a milité, entre guillemets, pendant 10 ans, à titre personnel, dans les ONG, dans les coordinations, la coordination humanitaire développement, coordination sud. Moi, je suis membre du conseil d'administration de coordination sud et président de la CHD, mais donc on a milité dans cette voie. Et on a toujours eu d'ailleurs au sein du ministère des Affaires étrangères, notamment au centre de crise et de soutien, vraiment des interlocuteurs finalement convaincus qu'il fallait que ça change, et voilà, qu'on y mette une stratégie et des moyens. Donc ce que je voudrais dire, c'est que à la suite du CICID et de la 4e conférence nationale humanitaire qui a eu lieu le 22 mars à Paris, à l'occasion de laquelle le directeur du centre de crise et de soutien, Patrice Paoli, a présenté la stratégie et les moyens qui ont été, je dirais, issus de la décision du CICID. Les décisions, c'est qu'il y aura 500 millions d'euros qui seront affectés à l'aide humanitaire en 2022. Mais c'est un peu comme l'APD, parce qu'en fait, on va passer à 0,55, si tout se passe bien, j'en dirai un mot, mais ça va être progressif, c'est-à-dire qu'en fait, là quand même, c'est une décision aussi très intéressante, c'est que c'est pas seulement 0,55 en 2022, c'est qu'il y a une trajectoire qui a été prévue. C'est 0,44 en 2019, 0,47 en 2020, 0,51 en 2021, 0,55 en 2022. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir suivre ça. Et je voudrais vous dire qu'on a intérêt à s'en occuper, comme vous le disiez, on a intérêt à s'en occuper parce que ça a été obtenu à l'arraché. Je peux vous dire que nous, on a mis tout notre poids dans la balance, mais il y a un ministre qui a mis tout son poids dans la balance, c'est Jean-Yves Le Drian, et qu'on sait très bien que c'est pas ce que souhaitait Bercy. C'est pas ce que souhaitait Bercy. Eux, ils voulaient passer à 0,55, mais en 2021-2022, c'est-à-dire que ça se serait pas fait probablement. Et ils sont toujours à la manœuvre, c'est peut-être leur rôle, donc en fait, il va falloir continuer à agir pour y parvenir. Donc, ça va être 500 millions. L'année dernière, je crois que l'aide humanitaire de la France était 150 millions. Alors là, c'est du don. Hein. L'aide humanitaire, c'est pas des prêts. Entendons-nous bien. C'est du don à 100%, évidemment. Là, on est dans des pays en crise, des pays en guerre, qui sont en plus des pays pauvres, le plus souvent. Donc, on a 500 millions. Et puis, il y a aussi un autre instrument qu'il faut avoir présent à l'esprit. C'est celui qui va s'appeler, ou qui s'appelle déjà la Facilité Paix et Résilience, qui va s'appeler MINCA. Il y a une réunion au ministère des Affaires étrangères mercredi où la stratégie fragilité de lutte contre les fragilités va être présentée. Et donc, il y a une... Alors ça aussi, c'était une de nos... comment dirais-je? C'était pour nous une obligation de se doter d'un instrument qui permet de passer des situations de crise, d'urgence, aux situations de reconstruction pour revenir sur le développement. Bon, c'est un outil qui a été logé à l'AFD, il aurait pu l'être au centre de crise et de soutien, ils travaillent ensemble, sans cesse que ça soit bien articulé pour passer d'une phase à l'autre. Et cet outil, cette année, l'année dernière, c'était 80 millions d'euros, cette année, c'est 120 millions, l'année prochaine, c'est 240 millions. Fléché dans quelle direction? Alors, est-ce que vous avez eu déjà des besoins, des demandes et du fléchage pour que ça soit voté, adopté en temps et en heure, avec un retour, je dirais, concret, pour pas que ça s'ensable et que ça se dissipe dans le... Alors d'une part, c'est voté par le conseil d'administration de l'AFD, donc chaque projet, chaque financement, grosso modo, c'est voté par le conseil d'administration de l'AFD. Cette stratégie, elle n'est pas née de nulle part. On a travaillé pendant 2 ans avec l'Agence française de développement, faisait partie du groupe, travaillait avec l'AFD pour définir cette stratégie. Tout au moins, nous on disait voilà comment en tant qu'ONG on voit cette stratégie. Donc ça a été co-construit, même si au résultat ça n'apparaît pas dans les documents, c'est pas important. Et il y a déjà plusieurs zones géographiques qui sont, je dirais, définies, que ce soit sur le Sahel, que ce soit sur le lac Tchad, que ce soit sur le Moyen-Orient.
Donc ces zones, elles sont définies. Et ce qui caractérise cette facilité, alors là c'est aussi un grand changement, et puisqu'on parlait de changement, c'est qu'en fait on va être sur ce qu'on appelle le 4M. Ça veut dire qu'on n'est plus sur une approche purement locale ou nationale, on est sur une approche régionale. Donc c'est sur des crises régionales qu'on intervient. Et donc ça veut dire multi-pays, ça veut dire multi-annuel, ça veut dire multi-thématique et ça veut dire multi-acteurs. Donc ce qu'il faut voir, ça c'est une des grandes tendances de ce que va être l'aide humanitaire, en tout cas dans ce passage de l'urgence à la reprise du développement, ça va être des outils beaucoup plus élaborés, mais aussi beaucoup plus complexes à utiliser. Et le risque, hein, c'est dans cette période de transition, bien maîtriser ces outils, c'est surtout de ne pas freiner sur l'urgence, parce qu'on n'a pas réussi encore maîtriser conceptuellement les phases suivantes, quoi. Alors qu'est-ce que ça pourrait donner, c'est un vrai risque. Concrètement, c'est cette approche multi-pays par rapport à aujourd'hui, comme complexité. Et puis il faut ajouter que c'est aussi multi-bailleur, c'est-à-dire que quand l'AFD mettra par exemple 50 millions d'euros sur une zone, 3 pays, 12 partenaires, X projets, qui ne sont pas des projets annuels mais des projets pluriannuels, et ça veut dire aussi qu'il y aura d'autres partenaires financiers, c'est-à-dire que ça ne sera pas seulement 50 millions, ça sera peut-être avec la coopération allemande, avec l'Europe, ça sera peut-être 200, 300, 400 millions d'euros. Donc en fait, ça va vraiment, là ça va être un instrument, enfin c'est une dynamique. Alors c'est pas seulement, c'est ce qui est fait en France, mais c'est une tendance lourde au niveau mondial. Hein. C'est ce qui est ressorti du sommet humanitaire mondial. Changer d'échelle. Alors changer d'échelle, c'est aussi, c'est la prise de conscience par les politiques que les crises elles durent et qu'elles s'étendent géographiquement, de proche en proche. Et que c'est plus complexe, et que c'est voilà, et qu'il faut avoir des outils adaptés pour les maîtriser. Je voudrais juste dire une chose pour les humanitaires, c'est qu'en fait, c'est ce qui a été décidé, notamment lors du sommet humanitaire mondial et dans le cadre du Grand Barguet, ce qu'on appelle le New Way of Working. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une mission intégrée, c'est-à-dire qu'en fait, tout est lié. Et l'humanitaire est lié, je dirais, à la sécurité et à la bonne gouvernance et au rétablissement de la paix et au développement. Alors je voudrais dire deux choses à ce sujet. Du point de vue des États, des relations internationales, c'est intelligent et légitime, hein, parce que si on n'a pas de vision globale, conséquence, sans voir ce qui se passe à gauche et à droite, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. À l'inverse, pour les humanitaires, ça pose un problème, c'est-à-dire que nous, on n'est pas responsable de la paix et de la sécurité, on n'a ni le mandat ni les compétences, premier point. Deuxièmement, on travaille dans des zones de crise où on est en risque, c'est-à-dire on intervient dans des zones où des gens se battent, et pour pouvoir avoir accès aux populations en danger, il faut qu'on puisse passer les checkpoints, les lignes de front, etc. Et donc on ne peut pas être intégré ou apparaître comme des acteurs d'un agenda politique qui peut ne pas être accepté par les populations, par les groupes armés. Donc il faut nous laisser faire notre travail, parce qu'on contribue quand même à ce que les choses aillent mieux, sans nous faire prendre en charge des responsabilités qui ne sont pas les nôtres et qu'on ne saurait pas exercer, mais on peut se retrouver de facto dans un ensemble plus vaste qui est celui-là, et s'il marche, et s'il a le soutien des populations, tant mieux. Parce que sans le soutien des populations, on n'arrivera jamais à rien, même si le concept et la stratégie est génial. Voilà. Si on n'a pas le soutien des populations, ça ne marche pas. Et nous, humanitaires, si les populations soutiennent les process, ça nous permettra de déplacer le curseur dans le sens de ce que les populations souhaitent et soutiennent finalement. Alors, qu'est-ce que vous verriez comme action dans le cadre de ce changement d'échelle qui doit générer des gains en termes d'efficacité et de logique? Vous voyez, qu'est-ce qui pourrait être déployé d'une manière cohérente sur plusieurs pays, sur plusieurs années, alors que peut-être que jusqu'à présent, on est à des échelles plus réduites. Oui, on essaie de se projeter parce que c'est utile pour les acteurs. C'est un outil, de comprendre cette logique future. C'est un outil très récent qui demandera du temps pour fonctionner. Je vais prendre juste un exemple. L'AFD, ils ont des bureaux par pays. Chaque bureau, jusqu'à présent, s'occupait du pays dont il est en charge. Dans cette démarche, ils vont devoir travailler entre les bureaux, ce qu'ils n'ont jamais fait, pour avoir une approche régionale. Vous voyez, donc, et c'est pareil pour les ONG, les autres acteurs, les bailleurs, etc. Voilà, donc, c'est en train de se mettre en place. Ça va même plus loin que ça, puisqu'en Irak, par exemple, le ministre des Affaires étrangères a mis en place un mécanisme de reconstruction en Irak, avec des réunions qui ont regroupé des ONG, des entreprises et bien sûr les pouvoirs publics. Voilà, parce que c'est le moment de reconstruire l'Irak et que les acteurs français peuvent y contribuer avec d'autres et peuvent peut-être se concerter ensemble pour être plus efficaces et avec d'autres bien sûr ensuite. Donc nous on est en train de mettre en place un programme à Solidarité internationale sur la zone de Mossoul
dans la relance de l'agriculture, avec des acteurs français, avec des acteurs irakiens, avec des acteurs internationaux, avec des financements IFD, avec d'autres types de financements qu'on mettra en place. Mais pour nous, ça va être une première expérience. Il y a des ONG comme Action contre la faim sur la Tchad qui sont déjà financés, qui sont déjà engagés dans le process depuis 2-3 ans peut-être. Voilà, mais en tout cas, voilà, ça va dans le bon sens. On voit de nouvelles approches, c'est-à-dire des moyens supplémentaires, mais des changements d'échelle, une approche transversale qui associe plusieurs pays, plusieurs années, plusieurs pays sur place, avec des représentations qui dépassent les frontières, mais aussi des approches qui, de la part de pays européens, feront coopérer davantage des acteurs allemands, français ou autres. Donc il y a un décloisonnement et des logiques plus pertinentes et plus efficaces. Oui, c'est ça la démarche. Merci. Alors, Karim Bensia, vous qui êtes entreprise, comment voyez-vous justement cette mode d'action et comment les entreprises peuvent-elles s'insérer avec de nouveaux liens, sans doute, dans une approche plus globale et mieux dotée? Je vais vous citer un exemple. J'ai répondu il n'y a pas très longtemps en Afrique, et j'ai répondu sur un marché public classique, et j'ai répondu face à une entreprise turque. L'entreprise turque était subventionnée, elle a répondu à 51% de mon prix. D'accord? Ça vous donne une idée de la marge, et je peux vous assurer que j'étais vraiment au taquet. Et à qualité comparable. À qualité comparable, mais quand vous êtes subventionné, clairement, sur le matériel, les engins, les modalités d'exportation, des conventions fiscales qui sont établies à l'export des entreprises turques, clairement, on ne se bat pas selon les mêmes règles du jeu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer l'innovation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, comment dirais-je, tracer notre propre voie. Et cette propre voie, vous l'avez souligné, elle passe par des partenariats locaux, elle passe aussi avec des entreprises, la formation personnelle. Aujourd'hui, le groupe Relais est présent au Maroc, on a 250 collaborateurs et un seul expatrié. Tout notre personnel est formé par nous et aujourd'hui marocain. On a travaillé sur Ouagadougou, sur l'adduction en eau potable de la ville de Ouagadougou. Je dirais que là aussi, le personnel qui a réalisé était un mixte entre des Marocains et du personnel qu'on a formé burkinabé. Alors, est-ce que c'est un atout ou un plus que vous pouvez non seulement mettre en œuvre, mais qui peut être convaincant, parce que justement, il élargit l'offre que vous apportez. Les personnes comprennent que vous allez les former, parce qu'il y a déjà un lien commun qui est un lien qui est la langue. Donc, est-ce que vous parvenez à convaincre avec ce paquet supplémentaire? Alors, je dirais qu'on arrive à convaincre une fois qu'on a gagné. Mais le premier obstacle, c'est le chiffre en bas. C'est le prix. Alors, et puis le prix, et puis la synergie d'acteurs. Parce que la grosse difficulté, c'est qu'en France, on a tendance à ne pas savoir chasser en meute. Ce que font très bien nos concurrents. Une PME française, le Rhône-Alpine, qui vit dans la Creuse ou dans la Drôme, imaginez qu'elle puisse répondre sur un marché de la reconstruction en Irak, c'est quasiment impossible. Tout simplement parce qu'elle n'a pas accès aux informations, parce qu'il y a des contraintes de sécurité, parce qu'il y a des contraintes tout simplement de financement. Il faut un minimum de trésorerie. L'Irak paye, et les grands bailleurs de fonds payent, mais les paiements sont entre 6 mois et 2 ans. Donc pour une PME, absorber 2 ans de trésorerie comme ça, tout seul, c'est un peu compliqué. Et donc de cette réflexion-là, de la réflexion d'échange avec le centre de crise, avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense, est née une association qui s'appelle Action France, et qui regroupe des PME et des ETI de taille variable, entre 25 et, on va dire, 200 collaborateurs, tout simplement parce qu'on n'y arrive pas tout seul, et qu'on a décidé de se regrouper et d'arriver ne serait-ce qu'à arriver à la taille critique pour répondre à ces marchés. Donc c'est en œuvre, ça a déjà fonctionné, ça a déjà marché, ou c'est en cours? C'est en cours, ça fait 18 mois que nous travaillons. C'est récent. Ça fait 18 mois que nous travaillons sur arriver à travailler ensemble, parce qu'on peut être concurrent sur le marché local et partenaire à l'international. Donc il y a quelques barrières psychologiques à franchir. Et puis après, derrière, c'est aussi des partenariats pour avoir l'information suffisamment en amont. Quand vous devez répondre à un marché, vous parlez de Mossoul tout à l'heure, il y a un marché qui est très intéressant, qui est sorti sur Mossoul il y a à peu près 15 jours. Sauf que pour répondre à Mossoul, on a 3 semaines. C'est un peu court. 3 semaines, il faut avoir fait la visite de site.
Et puis très vite, quand on regarde le marché, il n'est pas ouvert aux variantes. Il y a des fournisseurs bien spécifiques qui ont fait leur travail et quelque part, on ne peut pas apporter beaucoup d'innovation. Donc il faut avoir l'information avant et puis il faut pouvoir trouver des solutions alternatives. Donc il faut veiller, mais alors est-ce que là, via la coopération décentralisée, via les collectivités et via les ONG qui sont présentes sur le terrain, il n'y a pas une offre globale qui peut être améliorée je sais que la question se pose régulièrement, de rapprocher les ONG qui ont leur rayon d'action, urgence ou pas urgence, des collectivités qui agissent peut-être parfois un peu en ordre dispersé, et puis des entreprises. Comment, à un niveau régional peut-être, ou à d'autres niveaux, imaginer ce type d'alliance, d'échange d'informations et de partage de stratégies aussi? Clairement, il y a un vrai travail à faire. Nous, on parle dans le métier du BTP, mais on évoque souvent le sujet de chantier pilote, c'est-à-dire que de chantier de formation. Imaginez Romain de répondre à Mossoul avec 40 expatriés, je vous dis c'est une hérésie. À la fois une hérésie sécuritaire, parce qu'en tant qu'entreprise, on est responsable de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs, donc on a des risques. Et puis surtout, c'est une hérésie à la fois économique et puis une réalité. C'est-à-dire que répondre sur la réparation d'un réseau ou d'une infrastructure majeure, elle doit se faire via un chantier école. Et aujourd'hui, autant on est des spécialistes dans nos métiers, autant on n'est pas forcément des spécialistes en termes de formation. Donc l'adéquation avec des spécialistes sur la formation, un accompagnement, une prise en compte de la population locale par la formation est indispensable à la réussite de l'opération. Et puis la logique, c'est de leur apprendre à faire, et que nous, derrière, on se consacre à des marchés sur des plus hautes technologies, sur des savoir-faire un peu différents. Mais clairement, il y a des limites. On parlait des sujets de coopération aussi un petit peu atypiques. Au sein d'Euraction France, nous avons développé des partenariats avec le ministère de la Défense, avec la mise à disposition d'officiers de réserve spécialisés qui sont capables d'être projetés en accompagnement des forces dans des endroits très compliqués pour au moins faire un diagnostic initial technique. C'est-à-dire quand vous avez un pont qui est abîmé, quand vous avez une route qui est détruite, quand vous avez une ville qui est endommagée, il faut pouvoir faire un diagnostic, trouver des solutions d'urgence, ne serait-ce que pour assurer un minimum de résilience de la vie locale. Très bien. Donc on s'achemine vers le temps de la conclusion et de la parole à donner à l'assistance. Est-ce que chacun veut conclure, Hubert Julien Laferrière, après cet échange? Je ne sais pas si c'est concluant, mais j'ai noté plein de petites choses que j'ai entendues. Voilà, vous avez entendu. Qu'est-ce que vous avez retiré? Je vous confirme que, effectivement, au niveau de l'État, ça bataille un peu pour la trajectoire. Donc il faut pousser. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, que Jean-Yves Le Drian a dû se battre un peu, y compris nous a demandé de l'aide à nous, les députés, pour effectivement maintenir un peu la pression et pour qu'il gagne son arbitrage avec Bercy. Tout à l'heure, Michel, tu as parlé de la coopération décentralisée. Oui. On est à Lyon, pas loin de Lyon. Moi, j'ai été effectivement dans l'exécutif lyonnais longtemps en charge de la coopération décentralisée. Quand je parlais des enjeux urbains, lorsque effectivement le Grand Lyon, dans ses coopérations avec Ouaga ou avec Bamako, mobilise l'agence d'urbanisme du Grand Lyon, c'est bien effectivement pour appréhender de manière prospective les enjeux de planification urbaine et d'anticiper cette croissance urbaine des grandes métropoles africaines. Est-ce que les moyens suffisent? Est-ce que l'agence d'urbanisme de Lyon est à même de... Donc j'y viens. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir la coopération décentralisée comme, on va dire, quelque chose qui sera à côté de l'aide au développement française et qui apporterait un plus. Je crois qu'on a beaucoup parlé des priorités sectorielles. Il faut qu'il y ait en même temps, d'ailleurs l'Agence française de développement est l'une des agences donc de développement dans le monde qui est plutôt en avance sur cette question, l'idée de l'approche territoriale. Et donc multisectorielle, multiniveau. Voilà. C'est-à-dire que, vous savez, dans nos politiques publiques en France, on dit de plus en plus qu'il faut avoir une approche intégrée des politiques publiques, et pas en silo. L'aide de développement, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand on a des territoires, il ne faut pas séparer les politiques d'éducation, d'accès à l'eau, mais il faut effectivement avoir une approche holistique, comme on dit aujourd'hui, mais intégrée tout simplement en français. Et donc, je crois que ça veut dire que
à partir du moment où l'État, l'Agence française de développement, ont ça en tête, l'approche territoriale, il doit forcément s'appuyer sur les compétences qui sont dans les acteurs de la coopération décentralisée dans les territoires français. Hein. Bon, c'est assez simple, hein, si jamais l'AFD veut avoir une approche un petit peu holistique justement de ce qu'elle fait dans l'agglomération de Ouagadougou, elle va évidemment avoir intérêt à travailler avec le Grand Lyon, qui depuis longtemps, avec l'agence d'urbanisme du Grand Lyon, travaille avec les acteurs de Ouagadougou et travaille en confiance, et donc ça permet effectivement d'avoir une approche plus pragmatique, plus concrète sur le terrain, parce qu'on s'appuie sur une ville française qui travaille depuis longtemps avec les acteurs de terrain. Je crois que cette approche effectivement territoriale qui permet donc cette approche holistique, c'est-à-dire de travailler sur tous les secteurs en même temps, mais aussi multiniveau, hein, c'est-à-dire qu'on va travailler avec l'élu local s'il est suffisamment en capacité et en compétence, hein, ça dépend du niveau de décentralisation, mais qui est souvent en capacité de mobiliser la société civile locale dont on a besoin pour la réussite des projets, qui mobilise lui-même le secteur privé dont on a besoin en partenariat, qui peut mobiliser aussi le représentant de l'État ou des agences publiques nationales. Oui. Donc moi je crois beaucoup à cette approche territoriale. Il y a une autre chose dont il faut qu'il faut pas qu'on oublie ce matin, c'est qu'on oppose souvent l'aide multilatérale et l'aide bilatérale. Et je crois que bon, aujourd'hui il y a une volonté en France de renforcer l'aide bilatérale parce qu'elle a été variable d'ajustement budgétaire. Mais il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon un peu coopération à la papa, si je peux dire, c'est-à-dire que je retrouve dans certains de mes collègues à l'Assemblée en disant il faut reprendre l'aide bilatérale parce que le drapeau français sur l'hôpital qu'on aura construit, bon, c'est évidemment pas ça. Il faut effectivement renforcer l'aide bilatérale parce qu'elle a perdu beaucoup et donc les dons bilatéraux ont été une variable d'ajustement. Mais c'est évidemment pas au détriment d'une vision multilatérale, puisque l'aide bilatérale souvent répond à des objectifs de politique publique mondiale, de politique multilatérale, par exemple l'Alliance pour le Sahel, hein, qui se décline par des projets bilatéraux, mais qui est bien une volonté multilatérale d'agir dans cette région du monde. Et puis il ne faut pas non plus caricaturer le multilatéral lui-même, qui marche aussi. Hein. C'est pas que des trucs lointains, fonctionnalisés, où l'argent se perd. Par exemple, en matière de santé publique mondiale, heureusement qu'on fait du multilatéral. Bon. Je crois que ça, il faut le dire, ça marche bien, quoi. Le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, c'est efficace. Si on en était resté que à des projets bilatéraux de l'ensemble des pays qui aujourd'hui sont engagés dans ce fonds-là, on aurait moins de résultats. Voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose, je crois, qu'il faut marteler. Et puis, pardon, il y a quand même un autre point qu'il ne faut pas oublier. Lorsqu'on comptabilise l'aide au développement, parce qu'on a parlé des chiffres, là, on va passer de 10 à 15, de 0,4 à 0,55% du PIB. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux choses qu'il faut bien compter, c'est que c'est l'OCDE, en fait, hein, qui effectivement nous donne ces chiffres. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir à la fois le numérateur et le dénominateur. Hein. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir que c'est l'OCDE qui dit quels sont les pays en développement et quels sont ceux qui ne le sont pas. Hein. Quels sont ceux qui, à un moment, sortent. Hein. Parce qu'on va des PMA aux pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Bon, la Chine, par exemple, est encore un pays en développement. Hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, quand on a des projets, avec des finances des projets dans des régions pauvres de Chine, ça se justifie tout à fait. Mais comme dans l'aide publique au développement, il y a ce qu'on appelle la mission aide publique au développement, qui ne fait qu'en fait que 3 milliards sur les 10 milliards, auxquels on va ajouter, on va dire, les taxes affectées, billets d'avion et transactions financières, donc on rajoute 1 milliard. Le reste, c'est des choses qui sont comptabilisées, dont certaines ONG, donc Coordination Sud, il y avait des années, avaient dit attention, ça peut être la PD qu'on va appeler controversée. Hein, il faut savoir par exemple que l'accueil d'étudiants étrangers en France, hein, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros, c'est compté dans l'aide au développement. Si c'est des étudiants qui viennent des pays en développement, bien sûr. Mais donc ça veut dire que quand on accueille des étudiants chinois, ben, c'est compté dans l'aide au développement. Hein. Le milliard qu'on met dans nos politiques d'asile et d'immigration, l'OCDE le compte dans l'aide au développement. D'ailleurs, si l'Allemagne a été arrivée au 0,7 à un moment, c'est parce que Angela Merkel, comme vous le savez, a fortement augmenté les budgets d'asile et d'immigration pour accueillir
les migrations, on connaît cette situation-là. Donc il faut bien savoir interpréter. Donc il faut savoir interpréter les chiffres. Et donc ça veut dire que, évidemment, l'un de nos combats députés, qui sont engagés sur ces sujets-là, c'est que l'augmentation de 5 milliards, ça ne soit pas que l'immigration, les dépenses d'accueil d'étudiants étrangers, etc., mais que ça situe bien. C'est pas seulement le curatif, mais c'est le préventif. Donc c'est que ça situe bien dans ce qu'on appelle la mission aide publique au développement, tout à fait. et puis dans les pays prioritaires. Très bien. Et dans les secteurs prioritaires qui ont été définis. Nous avions promis de donner la parole au public, sans lancer de grands débats. Y a-t-il des remarques, pas forcément des questions, après ces exposés qui nous ont permis de balayer le paysage qui va changer, la position d'un État, par exemple, de la France, et puis de voir les solutions qui seront mises en œuvre, budgétaires, le cadre, la technologie. Je vous en prie, on va vous prêter un micro. J'ai la voix qui porte assez fort. Non, j'aurais aimé, dans les enjeux par rapport aux évolutions justement de la question humanitaire, de vous entendre un mot sur la question des migrations et des circulations internationales, puisque effectivement, au-delà, je dirais, des questions de poids démographique des différents continents, on a bien une internationalisation. Monsieur parlait dans son entreprise, effectivement, de faire travailler les collègues marocains au Burkina, qui est un de ces mécanismes. Voilà, mais comment effectivement on peut prendre en compte cette dimension-là et comment les stratégies humanitaires peuvent prendre en compte aussi cette question de la migration. Voilà, c'est un point sur lequel on n'a pas laissé forcément le temps à Alain Brunet de s'exprimer, mais les mouvements de population posent des problèmes, notamment au niveau de l'eau, par exemple. Alors il y a les mouvements migratoires d'aujourd'hui, puis il y a ceux de demain et d'après-demain, qui sont liés à la démographie évidemment, c'est mathématique. Alors premier point, en tant qu'humanitaire, je pense que la réponse c'est, face à la souffrance, la seule réponse c'est la solidarité. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, il y a des associations nombreuses en France qui font ce travail et qui interviennent en France. Et puis il y a des associations d'aide humanitaire internationale qui ont été amenées à intervenir en France parce qu'il y avait nécessité. Nous, sur l'aide internationale, on a été appelés par des ONG intervenant à Calais, le Secours Islamique France, qui est représenté ici, par Yevine Raledi, et par le Secours catholique pour intervenir dans le domaine de l'assainissement, les latrines. Parce que, voilà, il y avait, la situation à Calais était moins bonne que dans certains camps de réfugiés au Liban. Il n'y en a pas de spécialiste des latrines en situation d'urgence, donc on a fait cette mission pratiquement 1 an sur place. Ça, c'est voilà, ça c'est un premier élément de réponse. Il y a un deuxième élément de réponse, si vous voulez, qui est voilà, il y a un premier élément qui est humanitaire, puis il y a un deuxième élément qui est politique. C'est-à-dire que les mouvements migratoires, ils sont mondiaux, et ils vont s'amplifier dans des proportions phénoménales et dans des délais très rapides. Et que si on ne prend pas ça, si on ne traite pas ce sujet au niveau requis, ça va générer des tensions, voire des conflits. Ça va avoir des conséquences politiques phénoménales. Ça a commencé et c'est pas fini. Voilà. Moi, je ne joue pas à faire peur, mais je pense qu'il faut être vraiment conscient de ce qui se passe. Moi, je vous incite à lire le livre de Stephen Smith, un spécialiste, ancien reporter à Libération, ancien reporter au Monde, universitaire enseignant aux États-Unis, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle La ruée vers l'Europe. Si vous voulez, qui, sans prendre parti, dit voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui va se produire, et c'est tout juste inimaginable. Donc je ne sais pas comment c'est possible. Je pense que ça ne va pas très bien se passer. Voilà. Ça ne va pas bien se passer si on ne fait rien. Mais on est sur un changement d'échelle, et sur un changement d'envergure absolument phénoménal. Vous voyez, quand l'Afrique va doubler de population, je veux dire en l'espace de 22 ans, la première question qu'il faut se poser, c'est comment ces pays africains, comment ces Africains doivent répondre à leurs propres besoins, là où ils sont, parce que ça va être d'abord le malheur chez eux. C'est ça notre mission. Après, il y aura toujours des migrations, la question c'est qu'est-ce qui est gérable, qu'est-ce qui devient gérable. Et je crois d'ailleurs, que le président de la République d'ailleurs l'avait évoqué, je crois qu'il faudra que les Nations Unies s'emparent de cette question. On a les objectifs de développement durable, il va falloir prendre en compte la question des mouvements de population au niveau mondial, demain, par des accords internationaux, qui soient à la fois ouverts, en termes de liberté de déplacement, et qui soient à la fois maîtrisés, pour éviter le pire. Parce que c'est tout juste de ça dont il s'agit. Voilà. Je voudrais dire aussi une chose, il ne faudrait pas, compte tenu de tout ce qu'on a dit, dire c'est fichu, c'est foutu.
Parce que, évidemment, c'est d'une telle ampleur qu'on pourrait se dire, waouh, c'est déjà tellement difficile aujourd'hui. Je vais dire simplement un mot. Par exemple, dans le domaine de l'accès à l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement, les objectifs du millénaire pour le développement, on est maintenant dans les objectifs du développement durable, mais la partie 2000-2015, maintenant on est 2015-2030 avec les ODD. Dans la partie de 15 ans, 2000-2015, on a réussi à porter l'eau potable à plus d'1 milliard de gens dans le monde. On a réussi à faire reculer. En matière d'assainissement de latrines, c'est pareil. Sauf qu'il y a encore 3-4 milliards de gens qui n'ont pas vraiment accès à l'eau potable, 2 milliards qui ont un accès vraiment à une eau dangereuse, qu'il y en a 4 milliards peut-être qui n'ont pas de toilette au sens réel du terme, il y en a 1 milliard qui est des feuilles à l'air libre, etc. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'en l'espace de 15 ans, on a fait des progrès considérables dans le domaine, par exemple, de l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Donc, voilà. Et les ODD sont un instrument, moi je suis un urgentiste, mais les ODD, c'est le cadre exceptionnel, formidable, qu'il faut atteindre. Voilà, c'est ça. Une autre remarque? Non, c'est terminé. Une ou deux? D'accord, encore une ou deux remarques aux questions. Alors voilà, allez. Donc, bonjour, Isabelle Lagarde, je travaille au service des relations internationales de la ville et de la métropole, et c'était juste un élément, on va dire, complémentaire par rapport à ce qu'a dit Hubert-Julien Laferrière, qui connaît ce domaine de façon historique mieux que moi encore. Parce qu'effectivement, je pense que de tout ce qu'on a dit ce matin, ce qui pourrait se plaquer sur nous, c'est une espèce de constat que c'est à une telle échelle qu'on ne peut rien faire. Moi, je voudrais dire 2 ou 3 choses à travers les coopérations décentralisées. La ville de Lyon et la métropole en conduisent un certain nombre. Et donc, à ce titre, dispose d'une certaine information extrêmement intéressante. Hubert a parlé de l'agence d'urbanisme. Et monsieur, je rebondis sur ce que vous disiez, sur les délais parfois qui vous sont donnés et qui pèsent lourdement sur la capacité, on va dire, sur la possibilité qu'on a d'être concurrent, surtout quand on est face à des concurrents qui sont financés et subventionnés à 50%, et que cette information, vraisemblablement, on ne la partage pas suffisamment, et que là, il y a un vrai sujet, franchement. Moi, je suis 2 partenariats où l'agence d'Urba travaille sur l'un d'eux, et évidemment, ça fait bouger les choses, c'est vraiment extrêmement intéressant, certainement que nous nous organisions mieux pour partager cette information. Et puis moi je voulais dire à titre vraiment sur un partenariat différent que nous entretenons avec l'Arménie. Vous savez que l'Arménie traverse en ce moment une révolution de velours assez intéressante, et ce pays a eu un problème démographique qui est exactement le contraire de l'Afrique, puisque ce pays a fait face à un départ de population massif. Et monsieur, vous soulignez tout à l'heure peut-être l'intérêt, ou en tout cas le sujet qui est devant nous, la question de l'éducation, qui est un sujet prioritaire dans les ODD, et un sujet prioritaire dans l'APD de la France, qui a été rappelé par le président Macron. Et peut-être que nous pourrions aussi nous appuyer sur 2 ou 3 réalisations que nous avons réussi collectivement ici. Il ne s'agit pas de dire qu'on a fait mieux que les autres, on l'a fait collectivement. Et par exemple, en Arménie, ont été créés, pour l'un il y a 25 ans, pour l'autre il y a 10 ans, et ça a rempli son effet, puisque ça a rempli les objectifs qui étaient posés au départ du projet. Ça a été la création de l'université française d'Erevan en Arménie, qui a été créée avec Lyon 3. C'est 70 missions qui partent par an. C'est 3000 diplômés qui ont été formés, et une étude récente a montré que 98% de ces diplômés sont restés travailler en Arménie, donc ont créé de l'activité, sont devenus entrepreneurs, n'ont plus quitté l'Arménie, et peut-être l'Arménie va connaître une tendance, etc., puisque le nouveau Premier ministre, lui, souhaiterait que l'Arménie, qui est à 2,5 millions d'habitants, revienne à 4. Et les Arméniens, c'est quand même une population importante, c'est 11 millions de personnes dans le monde qui sont au Liban, qui sont aussi sur tous ces territoires qui connaissent des crises massives, avec des fonds extrêmement importants qu'on peut mobiliser. Parce que je pense qu'il y a de multiples façons aussi d'aller chercher les fonds, les forces, les idées, les informations qu'on croise. Et il faut travailler aussi sur ces diasporas qui sont, on va dire, qui jouent ce travail-là. Et il y a eu un autre projet qui a été mené il y a 25 ans et qui continue à se développer sur différents sujets. C'est la création d'un centre de formation professionnelle sur des métiers intermédiaires, on va dire les métiers qu'on dit manuels, qui a été fondé avec la SEPR, un établissement bien connu sur notre territoire, et qui forme tous les ans 200-300 jeunes Arméniens, on va dire niveau bac, dans des domaines très simples, hôtellerie, restauration, aujourd'hui l'eau, puisque Veolia vient d'emporter le marché de l'eau sur l'Arménie, etc. Donc c'est infinitésimal par rapport à l'explosion démographique, etc. Mais il y a des choses qui fonctionnent, et d'abord parlons-en à nos concitoyens pour dire que leur argent il est bien investi et il a servi à quelque chose, et puis que peut-être là il y a des tout petits modèles dont on peut s'inspirer pour faire autre chose.
Ou aucune, si personne. Vous avez eu des réponses. Une petite réaction. Isabelle, d'une certaine façon, répond à la question que tu me posais. C'est bien. Je crois que c'est bien qui. D'une certaine façon, Isabelle répond à la question que tu m'as posée tout à l'heure. C'est-à-dire que l'Agence française de développement, comment elle va mettre en œuvre cette priorité donnée aujourd'hui à l'éducation et à la formation professionnelle, à la formation continue, c'est évidemment en soutenant ce genre de projet, ce genre de réalisation qu'on a faite à Yerevan et en les déployant à partir évidemment de nos organismes de formation, de nos universités localement. Évidemment, ça peut se déployer sur l'ensemble des territoires. Pour un petit mot quand même sur le sujet précédent. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a, je pense, une compréhension plus forte qu'avant de l'importance de se mobiliser, en tout cas chez les Français, hein, dans l'aide publique au développement, parce qu'il y a ce lien assez facilement qui est fait avec les défis mondiaux qui nous attendent. Évidemment, la lutte contre le terrorisme et contre la radicalisation, le climat, et puis l'immigration. Et alors, il y a souvent un débat un peu polémique, c'est-à-dire qu'évidemment, quand mais vous avez fait le lien, tout le monde fait le lien. Hein. Je crois que Stephen Smith, c'est pas un adepte de Marine Le Pen. Hein. Quand Jean-Baptiste Richardier, dans un colloque récemment, disait si on n'a pas une fraternité européenne, on ne saura pas gérer les flux migratoires qui vont aller vers l'Europe. Il l'avait dit avant que Stephen Smith sorte son livre. Donc je crois qu'il faut être conscient de ça. Hein. Alors ensuite, il y a effectivement ce débat souvent que les ONG nous ressortent en disant qu'il ne faut pas que l'aide publique au développement soit un outil de lutte contre l'immigration. Évidemment, l'aide au développement, son objectif, c'est de réduire les inégalités entre les pays, et y compris dans les pays en développement, les inégalités entre les régions de ces pays en développement. Ça, c'est évident. Ensuite, ce qui va expliquer la croissance des migrations, c'est évidemment d'abord la croissance démographique, tout simplement, mais aussi le développement. C'est-à-dire que ces pays, il y a du développement, hein, il y a entre 5 et 10% de croissance par an, donc ils se développent. Et en réalité, on constate bien, les études le montrent, hein, que pour migrer, il faut quand même avoir un peu de moyens. Hein. Donc le développement économique, la croissance des revenus, tout simplement, en moyenne dans les pays en développement, ajouter à ça la société de l'information, évidemment le numérique, le fait qu'on a accès à qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qu'on voit en Europe, tout ça fait que de toute façon les migrations vont se développer. Et donc en réalité le développement n'est pas un frein à l'immigration, mais plutôt l'inverse. Alors ça ne veut pas dire qu'ensuite il faut s'interdire, je crois, de dire que nos politiques de développement peuvent être une réponse à ça. Lorsque l'on dit on met priorité à l'éducation, à la formation, pour l'emploi, hein, et qu'on va effectivement dans certaines régions, on va prioriser notamment le Sahel. Hein, on m'a parlé de Jean-Marc Châtaignier, il disait si on veut éviter que les populations soit se radicalisent, soit s'en vont, il faut apporter les services de base et de la formation pour l'emploi. Et à ce moment-là, si effectivement on dit on priorise la formation professionnelle, hein, l'accès à l'emploi, etc., et qu'on fait en sorte que le développement fasse que les populations qui se forment, plutôt que migrer, effectivement, fassent privilégier leur pays, leur région, de leur formation et en termes de richesse économique créée, je crois qu'on aura tout gagné et qu'on ne pourra pas dire vous avez fait de la politique de développement un outil de lutte contre la migration. Hein. Donc je crois que voilà, la politique de développement, son objectif c'est de réduire les inégalités, hein, mais si elle peut faire en sorte aussi que les populations qu'on accompagne, avec lesquelles on est en partenariat, les populations qu'on aide, fassent profiter évidemment leur formation, de leur formation à leur pays, c'est aussi bien. Merci. Un mot de conclusion, Alain Soignet, puis Karine Christiane. Oui, un mot très bref. Là, ça s'adresse aux humanitaires, aux organisations humanitaires, à Bioforce, c'est que je crois que face à ce qu'il y a à faire, il faut que nous, vraiment, on gagne en efficacité, les humanitaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on gagne en compétences, il faut qu'on gagne en innovation,
il faut vraiment qu'on monte en gamme, quoi. Simplement parce que c'est nécessaire. Et c'est pas si facile parce que le quotidien est tellement lourd, il y a tellement de problèmes à régler, d'imprévus, de ceci, de cela, que souvent on n'a pas le temps suffisamment de se mobiliser. En revanche, ce que Gilles Collard nous a présenté sur les évolutions, les développements de la formation Bioforce, ça va vraiment dans ce sens-là. Et vraiment bravo, parce que c'est une progression phénoménale, quoi, qui est celle de Bioforce. Mais tous les humanitaires doivent être dans cette dynamique, quoi, vraiment volontariste. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de nos capacités, au-delà de nos moyens pour y arriver. C'est ce qui va faire la différence. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on reste, je crois, sur nos, comment peut-on dire, sur nos engagements. Hein. Les engagements sont fondamentaux. Et je crois qu'il faut qu'on rejette un regard très lucide sur le monde. C'est comment le monde se transforme, qu'est-ce qui devient, et où sont les risques d'aujourd'hui et de demain. Vous voyez, par exemple, sur le dérèglement climatique, on n'a pas pris les choses au sérieux assez tôt, quoi. D'un seul coup, on se réveille en disant, mais on va dépasser les 2 degrés. Je parlais avec Jean-Marc Châtaignier, il me dit, mais les 2 degrés, on va passer à 4 degrés au Sahel. Vous voyez, c'est catastrophique comme conséquence. Donc, c'est vrai, pour tous les grands défis, il faut qu'on les anticipe et qu'on les voit lucidement, en dehors de toute considération politique et idéologique. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'on est face à des défis et des problématiques de plus en plus complexes et qu'il faut qu'on ait, je dirais, une approche qui soit un petit peu inversement très ouverte. C'est-à-dire que les silos, d'un côté les ONG, d'un côté le gouvernement, de l'autre les entreprises, avec des choses qui sont bien définies et chacun restant sur son quant à soi, deviennent de plus en plus difficiles à gérer sur la réalité des projets et devant la complexité et la détresse des populations. Donc il y a des barrières et entre guillemets il y a des coopérations même entre nous qui sont à ouvrir. Et ce qui se passe aujourd'hui est relativement intéressant parce qu'on a des échanges entre entreprises, ONG, hommes politiques qui témoignent de cette approche un peu libérée. Le deuxième sujet, on évoquait les sujets de l'Afrique en particulier, il ne faut pas évoquer, et je rebondis sur ce que vous disiez madame, sur l'importance des diasporas. On a une diaspora africaine qui est extrêmement efficace, qui fonctionne, et qui a favorisé depuis quelques années l'émergence d'opérateurs africains qui contribuent au développement économique des pays. Donc on a une grande partie de la migration qui est liée à, on va dire, à la misère, à la difficulté politique. Et autant l'aide au public au développement est un vecteur, ça peut être l'étincelle, ça peut être le déclencheur, mais on ne pourra pas, entre guillemets, développer l'Afrique sans les Africains et sans ce qu'ils apportent leur réelle contribution à la solution. Je pense qu'il y a des pays aujourd'hui qui commencent à émerger, on a des développements économiques qui sont sensibles, on parlait de Ouagadougou, j'y serai lundi, il y a des vrais projets qui sont en train de sortir, des zones industrielles qui se développent sur la Côte d'Ivoire, il y a des choses qui sont faites par les Africains pour les Africains, et quelque part avec une approche très régionale. Et des opérateurs régionaux qui commencent à émerger dans les télécommunications, dans le domaine de l'eau. Il y a des choses qui se font, elles ne sont pas parfaites, il y a besoin encore beaucoup d'accompagnement et puis beaucoup de formation, mais ça reste quelque chose, pour terminer sur une note un peu positive, il y a des choses qui sont en train d'être faites et qui sont en train de changer l'Afrique aussi. Merci. Alors je me permettais d'ajouter un mot à ce que dit Karim Bensam. Ces actions en direction des diasporas, c'est aussi sans doute une action à mener localement. Voilà. Je suis désolé parce que je sais que Karim Bensam, je vais caricaturer vos propos, je sais que c'est pas ce que vous voulez dire, mais quand vous avez dit l'aide au développement c'est important, mais ce qui est important c'est que l'Afrique se développe par elle-même. Hein. Je veux juste dire que en fait l'objectif de l'aide au développement, c'est pour ça que j'ai interrogé le terme, c'est bien ça, hein, l'aide au développement, hein. C'est pas la développer, c'est bien de renforcer ses capacités elle-même à se développer. Hein. Voilà. Hein. Ouais, non mais... L'étincelle est allumée et que derrière on ait cet autofinancement qui arrive. Voilà, hein, donc c'est bien effectivement, l'aide c'est faire en sorte que les richesses se créent en Afrique par les Africains. Le fait de prioriser la gouvernance, c'est faire en sorte effectivement qu'il y ait une bonne gouvernance qui permette aux Africains de prendre en charge leur développement. Et c'est pour ça que j'ai interrogé le terme aide, qui voilà, peut-être qu'un jour il faudra le remplacer par partenariat ou quelque chose comme ça. Très bien. Alors, que l'Afrique trouve un modèle de développement original, nouveau et durable aussi. C'est aussi grâce à la technologie, par exemple. Donc, non, il est vraiment l'heure de terminer. On a dérapé. On a très largement dérapé. C'était intéressant. Merci beaucoup de votre attention et de vos questions.
merci beaucoup à vous quatre, car vous nous avez apporté une vision, une mise en perspective très intéressante et qui élargit un peu notre vision. Simplement, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que Bioforce dans tout ça, hein, bon, je crois que, bien sûr, nous sommes un petit élément face à tous ces grands enjeux, mais comme vous l'avez dit les uns et les autres, c'est ces contributions successives qui permettent d'avancer. Et je crois que ce que vous avez dit ce matin conforte un certain nombre d'orientations sur lesquelles on est actuellement. C'est-à-dire, premièrement, le fait de la localisation de l'aide, le fait donc d'essayer de former les gens sur place, de les aider, d'être à leur disposition, de s'adapter aux besoins sans chercher à avoir des programmes trop établis a priori en fonction de notre approche, j'allais dire, occidentale de ce qu'il faut faire, mais essayer de s'adapter au plus proche des besoins des différents acteurs. Les 4M, c'est-à-dire le fait d'être multi, les ONG, les acteurs locaux publics, les acteurs locaux privés. On commence à avoir certaines coopérations, y compris avec certaines entreprises, parce que je pense qu'il y a des formations que nous avons qui peuvent aider les entreprises sur le terrain également. Donc il y a tout ceci qui évolue, et je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on continue à aller. Alors merci de votre éclairage, merci de votre témoignage. Au cours du cocktail, on pourra peut-être rééchanger sur certains points, mais je ne vais pas relancer de nouveaux débats par d'autres perspectives. Merci à tout le monde. Merci de votre patience, d'avoir tenu jusqu'à cette heure tardive sans tomber en hypoglycémie. On va réparer tout ça très rapidement. Je voudrais remercier aussi, bien sûr, Delphine et toute l'équipe qui a organisé cette matinée. C'était très bien organisé. Merci beaucoup, parce que c'est grâce à vous que nous pouvons avoir ces moments un peu chauds. Et pour terminer, vous avez à votre disposition une première édition du rapport d'activité. Alors c'est pas l'édition finale, parce qu'il fallait que le rapport soit approuvé aujourd'hui par l'Assemblée Générale, donc c'est du tirage provisoire. Il n'est pas traduit encore en anglais, parce que notre rapport d'activité, maintenant, nous le traduisons en anglais pour qu'on puisse l'étendre assez loin, mais vous avez déjà des premiers exemplaires, et vous pourrez demander à Delphine, si vous souhaitez en avoir d'autres quand il sera édité, pour pouvoir communiquer sur ce que fait Bioforce à toutes vos connaissances, à tous vos amis, à tous ceux dont vous pensez que ça pourrait les intéresser et intéresser Bioforce de rapprocher le partenariat. Merci à tous, et maintenant, place à la fête.